Madame, Messieurs, bien bonsoir. Par rapport de l'enseignement, les mathématiques sont aujourd'hui appliquées à tout. On parle désormais d'économétrie lorsqu'on applique les mathématiques et les statistiques à l'économie. En quoi l'économétrie peut-elle participer au développement au Bénin et en Afrique? Nous en parlons dans ce numéro d'entretien avec Léonard Wantchekon. Il est professeur d'économie à l'université de Princeton aux États-Unis. Wantchekon Léonard, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je rappelle le thème de cet entretien. Nous allons parler d'économétrie, un instrument au service du développement. D'entrée de jeu, nous allons vous demander qu'est-ce qu'on peut comprendre par économétrie. Alors, d'abord, merci de m'avoir sur le plateau. L'économétrie, c'est l'utilisation de la statistique, des mathématiques et de l'analyse économique. De quelle utilisation il s'agit? D'abord, la description de la réalité économique. Donc, on utilise des données statistiques pour créer des indices. Indice de chômage, indice de croissance, indice de capital humain. Et puis, on utilise la statistique pour analyser les déterminants de certaines variables économiques. Par exemple, est-ce que la croissance économique est due à l'amélioration du système éducatif? Est-ce que c'est dû aux exportations? Est-ce que c'est dû au fait que la productivité agricole, etc. Donc, il y a l'effort d'aller chercher, en fait, quelles sont les variables qui ont déterminé, quelle est la logique même donc, de certains comportements économiques comme la croissance. Maintenant, plus important, la statistique peut aider également à imaginer et à décrire des schémas donc, de développement, des approches de solutions aux problèmes économiques que l'on a. Donc, par exemple, on peut utiliser donc, la statistique, plutôt la mathématique la mathématique, donc pour pouvoir décrire. Donc, il y a trois éléments importants. Il y a donc l'utilisation de la maths, de la statistique pour analyser les faits économiques, et ça se fait de trois façons. Il y a la description des faits, il y a l'analyse des faits, l'analyse et la prévision, mais aussi il y a la construction de modèles et de schémas pour pouvoir donc sortir d'une situation donnée à une autre qui est meilleure, si vous voulez. Est-ce que le fait de vouloir construire des modèles ne peut pas aider les pays africains qui ont tendance à se calquer sur des modèles qui ne correspondent pas forcément avec les réalités? C'est ça, donc c'est la chance que l'économétrie offre de pouvoir intégrer le contexte local. Voilà. C'est de pouvoir intégrer les préférences et les situations particulières des gens qui habitent dans une région donnée. Prenez par exemple, vous voulez concevoir un modèle de développement économique au Bénin qui prend compte, disons, du taux d'inclusion financière. Voilà. Donc, vous dites, c'est important que on puisse faciliter l'accès au crédit, par exemple, pour pouvoir améliorer la situation économique du pays. Il y a une variable unique dont on doit tenir compte, c'est la variable confiance interpersonnelle. Parce que la confiance interpersonnelle, la confiance dans les institutions, qui affecte, par exemple, le taux de crédit, c'est quelque chose qui est plus bas ici qu'en Europe ou en Amérique latine. Voilà. Donc, on construit un modèle de développement ici, ça doit prendre en compte des choses, des variables qui sont particulières. Alors, pour le faire, par exemple, il faut avoir une façon de mesurer la confiance interpersonnelle. Il faut avoir une façon de l'intégrer et de montrer comment la confiance interpersonnelle affecte, disons, l'inclusion financière. Voilà. Donc, ça fait des choses déjà très compliquées parce que ça fait appel à des variables psychologiques difficiles à mesurer. Et c'est justement pour ça que la nécessité d'utiliser les outils statistiques, mathématiques avancés est absolument indispensable. Donc, en Afrique, plus que partout ailleurs, on a besoin donc, des outils d'analyse comme les maths et la statistique pour produire et pour proposer des modèles économiques qui marchent. C'est certainement ce qui a motivé la création de votre société et la Société africaine d'économétrie. Exactement. Donc, la société a été créée en 1930 et c'est à peu près il y a 8 ans que la société a commencé en fait à créer un département pour la région Afrique. Donc, il y a eu une conférence en Zambie, au Ghana, au Caire, et l'année passée en Égypte, à Alger et cette année au Bénin.
Donc c'était une grande chance pour nous. Donc on a eu, disons, un certain nombre de grands chercheurs africains et béninois même en particulier, donc, et également internationaux, l'Amérique latine, l'Amérique et l'Europe, qui sont venus partager ici leur savoir aux étudiants et aussi à d'autres chercheurs. C'était vraiment un événement extraordinaire. Ça a été vraiment un très grand succès. C'est vrai que nous ne sommes plus à l'époque où on parle de capitalisme pur, où on parle de socialisme pur. On a beaucoup plus aujourd'hui, même dans les pays qui ont connu ça, on a beaucoup plus des systèmes mixtes. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut avoir quel système d'économie en Afrique, et si vous voulez au Bénin, le chercheur que vous êtes, nous pouvons avoir quel système économique ou quel modèle pourrait être le modèle vers lequel on peut avancer pour se développer? C'est ça. En fait, ça c'est une question très très intéressante. En fait, il faut dire que l'économétrie, parce que c'est de cela qu'il s'agit, c'est beaucoup plus pour mieux comprendre comment les différents systèmes fonctionnent et de savoir quelle est la logique derrière les choix que les gens font au sein de ces systèmes-là. Et donc, de voir laquelle est plus solide que l'autre. Parce que, bon, ce qui est clair, le problème, par exemple, du système socialiste, à chacun selon ses besoins et de chacun selon ses forces, c'est que les gens auront tendance à maximiser leurs besoins et minimiser leur contribution. Bien sûr. Voilà. Donc, ça pose problème de la pérennité de ce système-là dans le temps. Alors, il est vrai aussi que le système capitaliste, c'est un système qui peut créer beaucoup d'inégalités, qui peut créer de l'injustice, qui peut donner la croissance avec la pauvreté. Donc, de plus en plus, il y a des systèmes mixtes, ce qu'on peut dire, comme par exemple le système suédois, le système finlandais, où il y a l'entreprise privée en même temps qu'il y a, un système social assez robuste qui permet aux pauvres d'avoir l'accès à l'éducation, l'accès à la santé et de promouvoir la mobilité sociale. Voilà. Donc, il faut dire que même à l'intérieur des États-Unis, il y a certains États qui ressemblent beaucoup plus, par exemple, qui est un pays, les États-Unis, c'est un pays capitaliste, mais néanmoins, même aux États-Unis, il y a des régions, par exemple, où le système ressemble beaucoup plus au système suédois qu'au système américain tel qu'on le connaît, quoi. Voilà. Donc, mais pour revenir à notre discussion de départ, c'est que si on choisit un système, alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour que, selon les objectifs qu'on s'est fixés, qu'est-ce qu'on peut faire pour atteindre ces objectifs-là? Voilà. Quel investissement on peut faire dans l'éducation, quel investissement on peut faire dans la construction des routes, et puis, même si on a fait ces choix, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les hommes s'investissent pour que cela marche? Voilà. Donc, par exemple, si vous prenez l'école, vous pouvez investir beaucoup dans la construction des classes, des infrastructures et consorts, mais il y a des modèles qui permettent d'obtenir plus d'investissement parental que d'autres. Donc, dans la construction d'une école, on peut penser en fait à un système de gouvernance, à un système d'organisation de l'école qui permet non seulement de tirer le plus possible des ressources existantes, mais de faire travailler donc, les parents donc, pour qu'ils s'investissent. Même chose par rapport aux routes. Après avoir construit les routes, le problème de la maintenance se pose. Alors, bon, le problème de la maintenance, ce n'est pas seulement un problème des péages. C'est aussi un problème, par exemple, du gouvernement local qui s'arrange pour que les gens balayent souvent les routes, que s'il y a un accident, par exemple, les gens interviennent très vite pour pouvoir évacuer les gens, etc., etc. Donc, après que l'investissement initial est fait, il faut que les hommes, il faut que les gouvernements locaux puissent s'approprier donc, cet investissement et travailler là-dessus. Donc, c'est pour montrer que, en fait, l'analyse économique, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué qui comprend des éléments financiers, des éléments purement économiques, infrastructures et autres, des éléments sociologiques comme la confiance, des éléments politiques comme la gouvernance, etc. Et donc,
l'économétrie, c'est quelque chose qui permet de mettre tout ça là ensemble, de quantifier tout ça et de voir comment ça se tient, quoi. Lorsque vous mettez tout ça ensemble, depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, puisque vous êtes d'accord avec moi que nous avons changé d'option depuis 1990, après la conférence nationale jusqu'à aujourd'hui. Alors, lorsque vous appréciez la gouvernance, la politique, tout ce que vous voulez, vous mettez pour qu'il puisse nous apporter plutôt le développement. Lorsque vous mettez tout ensemble, comment est-ce que vous appréciez aujourd'hui la gouvernance au niveau du Bénin, c'est-à-dire de 1990 à aujourd'hui? Bon, en fait, le résultat est mixte. C'est-à-dire, ce qu'il faut dire, c'est que, comme avancé, c'est le fait qu'il y a plus de liberté, le fait qu'il y a plus d'esprit d'initiative, le fait qu'il y a, disons, il y a les gouvernants sont choisis, etc., etc. Maintenant, il reste que il reste que la gouvernance, notamment la corruption, notamment le manque de reddition des comptes, etc., etc., ça pose problème. Maintenant, ce que l'économétrie peut essayer de réaliser avec tout ça, c'est de penser un système qui va permettre de corriger ces genres de dysfonctionnement. C'est ça. Et c'est pour ça que, par exemple, on peut penser un système de décentralisation qui met au cœur la participation citoyenne sous une certaine forme, et on peut démontrer que cette forme de participation citoyenne au niveau local, ça peut contribuer à une meilleure reddition des comptes. On peut dire, par exemple, qu'un grand problème au Bénin, c'est le fait qu'il y a un manque de confiance interpersonnelle au niveau des organisations. Vous avez fait des études dans ce sens? Oui, j'ai fait des études dans ce sens et j'ai montré que l'histoire de l'esclavage, par exemple, a quelque chose à faire avec cela. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut dire, voilà, à cause de ce problème qui est vraiment un problème, disons, très sérieux ici, on peut créer dans chaque gouvernement ou dans chaque ministère un médiateur, pas médiateur de la République, qui est quelque chose au niveau des institutions de la République, mais un médiateur au niveau de l'organisation, quelqu'un auquel les gens font recours lorsqu'il y a un problème personnel qu'ils ont avec un tel ou un tel. Une personne qui facilite les relations entre individus pour les travailler ensemble. Un peu comme le Moro Naba en Burkina Faso. Exactement, quelque chose comme ça. Donc, ça montre comment est-ce que... Et puis bon, je peux montrer que ce système-là, ça va augmenter la productivité, ça va augmenter l'efficacité avec laquelle les gens travaillent dans l'organisation, dans le ministère. Voilà, donc, ce qu'on doit comprendre le plus, c'est pas l'économétrie, c'est pas simplement pour se contenter de décrire ce qui est bon, ce qui est mauvais, et dire pourquoi depuis 90 rien ne marche, etc. C'est de dire par quel bout on doit prendre le problème pour l'améliorer dans le système dans lequel on est. C'est-à-dire, si on est dans un système décentralisé où il y a décentralisation de la gouvernance, où il y a les communes, etc., comment on va faire ça? Voilà. Donc, c'est pour dire que l'économie aujourd'hui, ou l'économétrie aussi, ce n'est plus seulement pour analyser l'économie traditionnelle comme on l'entend. L'économie, c'est devenu un outil d'analyse qui peut permettre de traiter des questions de sociologie, des questions de sciences politiques, et des questions même de psychologie, etc. Donc l'économie, c'est devenu quelque chose de plus vaste et de plus multidimensionnel, quoi. Voilà. Il faut dire que ça fait un diagnostic beaucoup plus fin que ce que nous connaissons. Exactement. Parce que ce qui est important, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est toujours de voir comment est-ce que les hommes vont s'approprier le projet qu'on a. C'est-à-dire, si aujourd'hui, lorsqu'il y a développement, s'il y a développement au Bénin, c'est pas simplement une affaire du gouvernement. Non. C'est une affaire de tout le monde. Maintenant, qu'est-ce que le gouvernement doit faire? Qu'est-ce que les décideurs doivent faire pour que les populations s'approprient et s'investissent? Voilà. Et ça, si, par exemple, les gens donnent l'exemple par la gouvernance au sommet, ça incite les gens à la base à fonctionner de façon plus honnête, de façon plus favorable au développement, quoi. Donc, bref, c'est simplement pour dire que la réalité du développement, la réalité économique aujourd'hui est devenue tellement complexe, tellement multidisciplinaire, que l'économétrie
Et l'analyse, enfin l'économétrie, les mathématiques, enfin la statistique, les mathématiques, c'est des outils indispensables. Voilà. Alors, dans votre développement, vous avez parlé plusieurs fois de décentralisation. Pour Oui. que ça marche, on pourrait faire de la décentralisation. Nous sommes passés à la décentralisation au Bénin, je crois, depuis 2003, si mes souvenirs sont bons. C'est ça. On est tenté aujourd'hui de dire, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est ça. Donc, en fait, le problème, ce n'est pas décentraliser, c'est le problème, enfin, disons, il y a plusieurs formes de décentralisation. Il y a certaines qui sont plus appropriées que d'autres. Moi, je pense que le problème de la décentralisation chez nous, c'est que c'est une décentralisation sans grande participation citoyenne. Parce qu'en fait, le problème, par exemple, s'il y a décentralisation, il faut qu'il y ait des réunions régulières où les populations s'expriment, où les populations disent ce qu'ils pensent. Et pour que les choix que la commune est en train de faire, que ce ne soit pas seulement des choix, que ces choix soient portés au devant des populations dans des grands meetings électoraux, des meetings publics, pas électoraux, même à l'écart des élections, pour que les gens disent, voici quelles sont nos priorités. Chez nous, là, c'est vraiment, il faut investir beaucoup dans les ambulances, parce qu'il y a beaucoup de femmes enceintes qui ont des problèmes ici. Ici, il faut investir beaucoup plus dans l'école et surtout dans la formation des mathématiques, parce qu'aujourd'hui, le dernier résultat au bac était catastrophique en maths, etc. etc. Donc la décentralisation véritable, c'est une décentralisation où les préférences des citoyens sont exprimées. Et la décentralisation véritable, c'est une décentralisation où, par exemple, il y a un contrôle citoyen sur la gestion de la municipalité. Voilà. Donc, je pense qu'à ces deux niveaux-là, par exemple, il n'y a pas eu beaucoup de progrès. Et c'est peut-être ça qui explique que donc, la décentralisation au Bénin, même si c'est quelque chose de très bien pour le développement et pour la bonne gouvernance, ça n'a pas toujours donné les résultats escomptés, quoi. Mais les mairies se dotent parfois des outils, je crois PDC, plan de développement communal ou quelque chose comme ça, où les mairies ont fait des études, ont fait des descentes sur le terrain pour aller collecter les envies ou les désirs des populations et qui sont contenus souvent dans ce document. Normalement, si ce document est bien utilisé, on doit pouvoir avoir le résultat que vous demandez. Oui, mais en fait, le problème, c'est que les gens sont confus dans la conception du plan général de départ. Mais l'exécution de ce plan-là, les détails de ce plan-là doivent être portés donc, sur les populations. Mais le plus important encore, c'est qu'il faut que dans l'exécution de ces plans, le contrôle des citoyens, c'est-à-dire la confiance que les citoyens ont dans la bonne gestion de ces projets, soit là. Donc, je ne dis pas que ce que j'ai proposé comme solution c'est une solution parmi tant d'autres. C'est une solution parmi tant d'autres. Maintenant, ça dépend également de comment on la met en application. Et je pense que le problème peut être au niveau de la mise en application. Et le problème peut être également au niveau de la pérennité de cette méthode-là. Parce que parfois, les gens le font une fois et puis ça s'arrête. Voilà. Donc, il n'y a pas ce retour perpétuel donc, aux populations pour qu'ils s'impliquent. Revenons à l'économie. Pour qu'elles s'impliquent, pardon. Merci. Revenons à l'économétrie. Voilà. Nous avons tendance à constater ou à croire que les chiffres qu'on nous sort à des moments donnés ou des institutions au niveau de l'État nous sortent, nous n'avons pas toujours confiance en ces chiffres-là. Nous avons l'impression que ces chiffres ne collent pas avec la réalité. Est-ce que l'économétrie peut nous permettre de vérifier d'une manière ou d'une autre? Bien sûr. Donc, par exemple, en fait, l'économétrie, lorsque ça donne un chiffre, ça crée des intervalles de confiance. Ça dit, au minimum, c'est ça, au maximum, c'est ça. Il y a une fourchette dans laquelle ce chiffre, disons, se trouve, quoi. Maintenant, ensuite, l'économétrie peut permettre de créer des indices, plusieurs formes d'indices. C'est-à-dire, pour la croissance, on peut créer un indice de croissance inclusive qui intègre non seulement la croissance tout court, mais également intègre la façon dont cette croissance-là impacte la vie des gens. Voilà. Ça, c'est une forme de croissance qui va être mesurée différemment par rapport à l'autre. Maintenant, ensuite, on peut même désagréger donc, la croissance économique et dire, voilà, il y a la croissance, il y a le taux de croissance général mesuré par le produit national brut, mais il y a également le taux de croissance du capital humain, également le taux de la qualité de la vie, voilà. Donc, et également la mobilité sociale. Par exemple, on peut même mesurer comme forme de croissance la probabilité que nous faisons mieux que nos parents et que nos enfants fassent mieux que nous.
Voilà. Ça aussi, c'est des formes de mesure de la croissance qui ne sont pas seulement uniquement collées aux variables économiques, mais tiennent compte de certaines variables sociales. Voilà. Donc, il y a plusieurs formes de mesurer cela. Maintenant, plus important encore, c'est que l'économétrie permet de ne pas s'arrêter tout simplement à dire que la croissance est de 8%. Ça montre la trajectoire, ça montre les déterminants, qu'est-ce qui est vraiment derrière. Et ça donne une description plus claire, plus compréhensible de cette réalité-là, qu'est la croissance économique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire alors pour que nous n'ayons plus l'impression que les chiffres sont manipulés? Voilà, donc je pense que pour cela, il faut former les gens, former les jeunes, former donc les statisticiens, et que les travaux des uns soient regardés de part et d'autre, et qu'il y ait plusieurs mesures. Parce que si une réalité est mesurée d'une seule façon, vous avez tendance à faire moins confiance à cela, que c'est mesuré de 4, de 5, de 6 façons. Si c'est mesuré de plusieurs façons et le résultat est presque le même, vous avez un peu plus confiance. C'est-à-dire, si la mesure est robuste, en ce sens que ça reste la même, quelle que soit la méthodologie utilisée. Voilà. Donc, c'est important qu'on utilise des mesures complémentaires, des mesures différentes pour mesurer la croissance économique. Ça fera moins confiance. Enfin, on aura plus confiance. Et ensuite, et ça c'est très important, il faut que les données qu'on collecte soient des données fiables. Il faut que les données soient... Donc, c'est important que ce ne soit pas seulement l'Institut de statistique qui collecte des données économiques, que des instituts privés, de centres de recherche, par exemple, donc, comme l'institut que j'ai créé ici, l'IREP, que ces instituts soient impliqués dans la collecte de données économiques. Et donc, ça permet de mettre ensemble les chiffres officiels avec les chiffres qui sont produits par les instituts privés, et qu'on utilise des méthodes robustes d'analyse et de mesure. Nous allons revenir à l'IREP pour votre structure, mais en attendant, vous avez, de vos déclarations ces derniers temps, vous avez mis tellement l'accent sur la jeunesse qui doit s'intéresser à l'économétrie. Vous en avez parlé encore tout à l'heure. Pourquoi pensez-vous que la jeunesse particulièrement doit s'intéresser à l'économétrie? Bien, parce qu'en fait, aujourd'hui, il faut comprendre que les mathématiques et la statistique ont une utilisation beaucoup plus large qu'on ne croit. C'est-à-dire, on pense d'abord que, lorsque vous êtes bon en maths, vous allez faire l'ingénierie ou l'informatique, etc. Et on ne pense pas souvent à l'économie comme une filière possible, parce que l'économie, par le passé, c'est juste comme une description, c'est juste comme un énoncé de concepts, comme la monnaie, comme le socialisme, comme le capitalisme, etc. Des choses qu'aujourd'hui, on a dépassé ou ça? Oui, c'est ça. On intègre la sociologie, les mathématiques. Voilà, c'est ça. C'est intéressant, c'est important, mais de plus en plus, aujourd'hui, les mathématiques peuvent servir, comme je l'ai décrit pendant toute cette émission, à capter l'essence de la vie économique et proposer des solutions. Et vous prenez un article scientifique en économie, vous allez penser que c'est un article en mathématiques pures. Voilà. Le temps est déjà passé. Je vais vous poser encore deux petites questions rapidement pour qu'on finisse cette émission. La première question, c'est sur une étude que vous avez réalisée avec Afrobaromètre, votre structure et l'IREP, et qui couvre la période de 2014-2015 et qui montre que le Bénin fait partie des pays où la pauvreté est avancée. Une lecture rapidement. Oui, en fait, je pense qu'il faut voir de près pour savoir si c'est un résultat robuste. Mais dans le même temps, ça montre que la croissance, c'est une croissance qui n'est pas encore partagée. Et il faut repenser les politiques publiques pour que les fruits de la croissance contribuent à une meilleure qualité de vie des citoyens. Comment le faire exactement? Ça, c'est des choses dont on peut discuter après. Je rappelle que vous avez été un jeune très engagé, vous avez beaucoup lutté au temps de la Révolution. Alors, quand vous vous rappelez de cette période-là, vous vous rappelez de quoi précisément? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Ce qui m'a marqué et ce qui me rend très fier, c'est que j'ai bâti mon caractère de patriote et ma détermination à atteindre mes propres objectifs et aussi des objectifs pour le pays et à cette époque-là. Et je pense qu'aujourd'hui, les quelques avancées qu'on a au niveau des libertés, au niveau des libertés publiques, au niveau de la démocratie, je peux dire que j'ai personnellement contribué à ça. Il n'y a rien qui me rend plus fier que ça. Donc, c'est important d'avoir réussi soi-même. C'est encore mieux lorsqu'on sait qu'on
on a fait quelque chose de plus grand que soi-même, qui est quelque chose qu'on a fait pour le pays. Et je pense que ce que je fais aujourd'hui, en créant l'African School of Economics, ça va dans la lignée directe de ce que je faisais depuis ma jeunesse, dans les années 80, 90, ici. Léonard Nwachikon, merci. Avec grand plaisir. Merci. Fin de ce numéro d'entretien, nous avons reçu pour vous le professeur Nwachikon Léonard. Il est professeur d'économie à l'Université de Princeton aux États-Unis. Merci de nous avoir suivis.